L'actualité à la une ce soir, le Burkina Faso, un pays en mouvement. Ce mardi 24 octobre, le pays a ouvert la 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Cet événement majeur met en lumière le rôle essentiel de la recherche et de l'innovation dans le développement durable du pays. Mais le Burkina Faso est aussi un pays qui forme ses cadres. Ce mardi 24 octobre également, l'École nationale des régies financières ENAREF a organisé la sortie de sa 34e promotion d'élèves financiers. Cette cérémonie marque l'entrée dans la vie professionnelle de 194 jeunes prêts à relever les défis du développement du pays. Pour notre feuilleton Une semaine à Tiébélé, la cour royale à l'honneur. Un chef-d'œuvre d'architecture et de tradition au cœur du pays Kassena. La cour royale de Tiébélé, une fierté pour cette partie du Burkina. La cour royale est aussi un chef-d'œuvre d'élégance. Les maisons en banco sont parfaitement alignées et les peintures murales sont d'une grande finesse. Visite guidée dans ce journal. Le Tour du Faso, une vitrine pour le Burkina Faso. Le ministère en charge des sports et l'organisation du Tour ont signé ce mardi une convention de sponsoring pour l'édition 2023 de la course cycliste. Cette convention prévoit un soutien financier de l'État burkinabé à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ce montant sera utilisé pour couvrir les frais d'organisation de la course ainsi que pour soutenir les cyclistes burkinabés participant à la compétition. Et invité de ce journal, M. Hassan Sankara. Il est le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations en éducation au Burkina Faso. Il vient nous parler de la première semaine nationale de l'éducation du Burkina Faso qui se tient du 26 au 31 octobre prochain à Ouagadougou. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour ouvrir ce journal, le président de la transition a reçu en audience le lauréat de la 34e Premium Impériale, l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré. Il est venu présenter au chef de l'État burkinabé ses médailles et encourager dans sa mission de reconquête du territoire national et échanger avec lui sur le mémorial Thomas Sankara dont il a réalisé la maquette. Le point de l'audience avec Moussaki. Les travaux de construction du mausolée, partie intégrante du mémorial Thomas Sankara, vont bientôt démarrer. L'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré, en charge de la réalisation de ce grand projet, échange sur le sujet avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La réalisation de ce mausolée est un pan fort de la volonté du gouvernement de transition pour la réhabilitation du père de la révolution d'août 1983. C'est un grand projet qui, au-delà de magnifier le président Thomas Sankara, la mémoire du président Thomas Sankara, crée un parc urbain, un grand parc urbain qui n'a pas de pareil dans toute l'Afrique. C'est de créer un lieu où tous les Burkinabés et nos amis de l'extérieur pourront un jour se retrouver et découvriront toute la politique, l'idée, la vision du président Thomas Sankara. Mais aussi c'est un lieu où la jeunesse pourrait se rencontrer, où les vieux pourront aller se recueillir, se reposer, conter des histoires à leurs petits-enfants. L'architecte burkinabé présente aussi au chef de l'État ses médailles obtenues à travers le monde. Il encourage également le président de la transition, commandant en chef dans la reconquête de l'intégrité du territoire national. Je suis très très heureux, j'ai trouvé un leader engagé malgré les charges et on voit que voilà, c'est la nation entière qui est là et il y a quelqu'un qui est engagé pour combattre le fléau qui ronge notre pays. Pour le chef de l'État, l'architecte Diébedo Francis Kéré porte haut le drapeau du Burkina à l'étranger. Il lui exprime toute la fierté du peuple burkinabé et l'encourage à poursuivre dans la dynamique de l'excellence chère au pays des hommes intègres. Autre personnalité reçue par le chef de l'État burkinabé, le ministre auprès de la présidence,
de la Guinée équatoriale chargé de la sécurité extérieure. L'émissaire est porteur d'un message du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Imbosongo. Le message a été principalement un message de solidarité, d'amitié, de coopération et de fraternité. Nous avons une excellente coopération avec le Burkina Faso en matière d'agriculture, parce que les Burkinabés sont très bien en agriculture. Le ministre équato-guinéen salue la forte présence de la communauté burkinabé dans son pays et exprime au capitaine Ibrahim Traoré la volonté du président équato-guinéen à renforcer l'axe Malabo-Ouagadougou. Le Burkina Faso a établi les relations diplomatiques avec ce pays de l'Afrique centrale depuis 1993. Suite à l'invitation du chef de l'État à participer au sommet arabo-afrique et saoudien, le ministre des Affaires étrangères est en visite de 72 heures à Riyad pour préparer le terrain. Olivier Awamba profite de son séjour pour rencontrer les autorités saoudiennes dans le cadre du renforcement de l'axe Ouagadougou-Riyad. Lutte contre l'insécurité, économie, projet de développement et politique, diplomatie, ce sont les sujets échangés avec les hôtes saoudiens. On en fait le point avec Amadou Marcelto. À un peu plus de 2 semaines des sommets arabo-africains et saoudo-africains prévus en Arabie Saoudite, la ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, en visite à Riyad, se met au parfum en ce qui concerne les préparatifs de ces rencontres majeures. Avec son homologue saoudien, ils ont par ailleurs passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Ça a été l'occasion aussi avec mon homologue de signer un mémorandum d'entente qui porte sur les questions politiques et diplomatiques. Et à ce niveau, je puis dire que c'est une avancée notoire, en ce sens que ça va permettre justement de renforcer cette coopération et aussi de pouvoir ensemble entreprendre des actions phares allant dans le sens de renforcer la coopération entre nos deux pays. Des questions politiques et diplomatiques, mais également économiques et sociales. Au Fonds saoudien pour le développement, la délégation burkinabé, face aux hauts responsables du fonds, fait le point des projets réalisés et en cours au Burkina Faso. Ensemble, ils conviennent de la finalisation de la réalisation de l'hôpital de Manga et des périmètres irrigués de Zonokuri. Bien entendu, la lutte contre l'insécurité au Burkina constitue l'un des principaux objectifs de la visite de Olivier Awamba en Arabie Saoudite. Elle plaide pour un renforcement de capacités opérationnelles au plan sécuritaire au Burkina. J'ai aussi saisi l'opportunité d'une rencontre avec le ministre adjoint en charge de la sécurité de l'Arabie Saoudite pour passer justement en revue les questions phares qui concernent la question sécuritaire au Burkina Faso et en appeler à leur intervention et à leur coopération. Aussi faire le plaidoyer au plan logistique et au plan formation, nous puissions en tout cas avoir des retombées très positives. Dans le même élan, elle est reçue par le patron du renseignement saoudien à l'agence centrale de renseignement. Un tête-à-tête qui se veut le point de départ d'un partage d'expérience au profit du Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, défis humanitaires en Afrique, contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour des solutions endogènes. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin à Ouagadougou le 14e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FIRSIT. Les résultats de la recherche comme facteur de résilience et de souveraineté, les autorités burkinabées y croient fermement. Représenté par le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture, le message du chef de l'État burkinabé a été livré par le ministre en charge de la recherche scientifique, Siedi Lareyen, Jérôme Tendano, pour les explications. Volontaires pour la défense de la patrie VDP dans les laboratoires, les chercheurs burkinabés honorés ici par le porte-parole du chef de l'État. La 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FIRSIT, place la recherche au cœur du combat pour la souveraineté du Burkina Faso. Plus qu'une solennité d'ouverture,
Cette cérémonie sonne comme une élévation des inventeurs et innovateurs burkinabés en porteurs d'espoir pour tout un peuple. Nous avons pu constater que nous avons d'excellents chercheurs, de braves innovateurs et de courageux inventeurs qui ne demandent qu'à jouer leur pleine partition dans le développement socio-économique de notre cher pays. C'est pourquoi, convaincu que pour un développement harmonieux et durable, il est primordial de compter sur ses propres forces. Nous avons alors très tôt mis l'accent sur la valorisation des résultats de recherche menés par nos chercheurs et inventeurs au profit de nos populations. Cela prouve que nous sommes capables de trouver des solutions endogènes et efficaces pour atteindre les objectifs du pilier 2 du plan d'action de stabilisation et de développement, à savoir répondre à la crise humanitaire. Tenir le pari de cette organisation dans le contexte actuel de notre pays est évidemment le signe de la résilience de l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation, plus que jamais engagés dans la promotion des résultats de la recherche, des inventions et des innovations technologiques pour un développement économique et social durable du Burkina Faso et de l'Afrique. Plateforme d'interaction entre le monde de la recherche et le secteur privé, le FAIRCIT se positionne aujourd'hui comme un générateur de solutions endogènes. Et la République sœur du Niger, pays invité d'honneur, se réjouit de ce leadership porté par le Burkina Faso. Nous félicitons vivement le gouvernement burkinabé des efforts consentis pour faire du FAIRCIT un précurseur des manifestations à caractère scientifique, tant au niveau national qu'international, et capable de relever les défis humanitaires de l'Afrique en général et de l'Alliance des États du Sahel en particulier. Et la délégation du Niger participera activement et fièrement aux activités inscrites au programme du FAIRCIT 2023. Œuvrer à garantir une relève scientifique de qualité à travers l'implication de la jeunesse, développer des stratégies pour une meilleure vulgarisation des résultats de la recherche, autant de défis que le département en charge de la recherche scientifique et celui du commerce entendent relever par des actions coordonnées. Et après la cérémonie officielle d'ouverture du 14e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT, le Premier ministre représentant le chef de l'État burkinabé a bien voulu voir de près les résultats des travaux issus des laboratoires et centres de recherche du pays. Accompagné des membres du gouvernement, cette visite s'est faite en présence de Siedi Larienne et Jérôme Tendano. Une moto à tout faire ou presque dans la production agricole. Un respirateur artificiel pour malades, des créations made in Burkina, des chercheurs qui cherchent et trouvent, le pays des hommes intègre en compte fièrement des dizaines et quasiment dans tous les domaines de la vie. La 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT bat ainsi son plein ici au pavillon Soleil Levant du CIAO. Épanne la fibre organique et laboure et sème en même temps. Il fait à peu près 1 hectare, il fait ça en 2 heures de temps avec 5 litres. Alors la particularité de cet engin, c'est que une fois que vous sémez, vous enlevez ça, vous mettez l'outil pour faire le butage. Et en faisant le butage aussi, vous mettez aussi, vous épannez aussi l'engrais. Et vous avez une possibilité de faire arroser votre champ et puis traiter aussi le champ. Nous avons, au temps de Covid, initié un projet afin de pouvoir réaliser un respirateur de ce type au niveau du Burkina Faso. Un qui va permettre non seulement aux médecins de pouvoir en fait avoir toutes les options de fonctionnement qu'ils ont habituellement avec les respirateurs conventionnels. Parce que les patients ont différents potentiels et différents besoins au niveau en fait de l'assistance respiratoire. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela fait le constat avec sa délégation. Des exposants qui reçoivent les encouragements des plus hautes autorités du Burkina. Ils peuvent surtout être fiers car toutes les dispositions sont prises pour une vulgarisation à échelle des produits de leur dur labeur. Quand on prend le secteur agricole, vous avez également noté
la panoplie de solutions qui existent en termes de variété de semences performantes qui nous permettent soit d'accroître nos rendements, soit de faire face aux aléas climatiques. Donc, véritablement, ce FERCIT met l'accent sur, je dirais, des innovations, des inventions et des résultats de recherche vraiment prêts à être exploités. Cet espace est également créé pour servir de cadre de mise en relation. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques se poursuit jusqu'au 28 octobre prochain. Octobre, mois du consommant local, occasion pour le ministre Adjima Chombiano d'inviter les Burkinabés à s'approprier les produits des savants et inventeurs burkinabés. Et puis cette caravane de presse dans la région du Nord et du Centre-Ouest, les journalistes sont allés sur les traces du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Il s'agit des aménagements mais aussi des réhabilitations de bas-fonds rizicoles au profit des populations de la région. Ahadi Sandamba était de la visite, son compte rendu. Des techniciens agricoles et journalistes sur la plaine rizicole de Nanoro. Ici, c'est la technique de maîtrise totale d'irrigation à partir de ce barrage qui est utilisé au grand bonheur des producteurs. C'est un périmètre aménagé par le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris-Burkina Faso. Cette visite terrain permet de présenter aux femmes et hommes de médias les infrastructures ainsi que leur impact sur la production agricole dans les différentes zones d'intervention. Nous sommes satisfaits du fait que non seulement les infrastructures ont pu véritablement jouer leur rôle en termes de sécurisation de la production. Vous avez pu constater que durant cette campagne, il y a eu beaucoup de postes de sécheresse. Mais malgré ces postes de sécheresse, sur l'ensemble des sites, on a pu avoir vraiment une production assez intéressante. Pour ce qui concerne le riz, en tout cas, on est sûr d'avoir au minimum 5 tonnes à l'hectare. Donc, véritablement, nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé et de l'effet de ces infrastructures-là dans la production agricole. Du site aménagé de Nanoro, la caravane met le cap sur 5 autres sites situés dans 3 régions que sont le centre-ouest et le nord. Des exploitations individuelles à celles collectives, ce sont plusieurs tonnes de céréales qui sont attendues pour cette campagne agricole. Le Paris-Burkina Faso est un programme du ministère en charge de l'agriculture qui est exécuté depuis 2018 avec en ligne de mire le renforcement de la résilience des producteurs à travers des aménagements adéquats. Les Nations Unies, un engagement pour la paix et le développement. Le Burkina Faso a célébré ce 24 octobre la journée des Nations Unies. Cette journée est l'occasion de rappeler l'engagement des Nations Unies pour la paix et le développement dans le monde. Au Burkina Faso, les Nations Unies sont présentes depuis de nombreuses années. Elles mènent un large éventail d'activités dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable, des droits de l'homme et de l'aide humanitaire. Philippe Ada. Et les pigeons s'éclipsent. Pour certains, celui-là a préféré marcher. Peu importe, ici le plus important c'est le symbole. La recherche de la paix chère au Burkina qui s'affiche aux côtés des Nations Unies pour célébrer son 78e anniversaire. 78e année comme à la première, l'ONU est toujours en quête de la paix pour un monde ténaillé par des guerres et autres calamités qui avaient inspiré la création de l'institution en 1945. Tout de même, l'Organisation des Nations Unies entend soutenir le Burkina sur la voie de la paix et du développement. Les fonds mobilisés en 2022 ont permis ainsi à l'ONU de mener des actions axées sur l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix, le développement durable, la protection et le respect des normes et des droits internationaux avec un impact direct et parfois indirect sur la vie des populations, en particulier les groupes les plus vulnérables. Tout en saluant la portée des actions de l'ONU au Burkina, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a souhaité que l'institution dirigée par Antonio Guterres soit réformée pour être en phase avec les réalités actuelles du monde. Plus que jamais doivent cesser le recours à la menace ou à l'emploi de la force
à l'agression, aux pressions politiques et économiques, à l'ingérence dans les affaires intérieures et autres États, et plus que jamais doivent cesser les violations fréquentes des principes de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, plus que jamais, le gage de la survie de l'humanité passe inévitablement par le désarmement ainsi qu'une lutte sans compromis contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dont les groupes armés terroristes se servent pour semer la désolation dans nos contrées. Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a souhaité aussi que l'ONU porte davantage la voix de Burkina dans le Conseil des Nations pour soulager les souffrances des populations en détresse. Le système des Nations Unies, c'est 78 ans de vie. Une dizaine d'agences opérant dans 193 pays du monde au service de la paix et de la concorde entre les peuples. Le week-end dernier, les projets de programme dans la gouvernance administrative ont tenu leur assemblée générale. Il s'est agi d'examiner les rapports d'activité menés, mais l'évaluation également des performances. Ahadi Sandamba. À cette assemblée générale, les rapports d'activité de 9 projets et programmes sont sur la table pour examen. Il s'agit là pour les différents acteurs de mise en œuvre d'évaluer les performances des programmes du secteur de gouvernance administrative et locale à travers 2 critères que sont le volet efficacité et celui de la bonne gouvernance. Des projets intervenant dans les domaines du développement local, de la cohésion sociale et de la décentralisation. En termes de résultats, le rapport indique que sur les 9 programmes et projets logés au niveau de ce secteur-là, on a un taux global estimé autour de 39,1 points sur 50. À savoir que sur 50, le secteur a obtenu 39,1 points. Ce qui indique un résultat satisfaisant, en ce sens que sur les 9 projets et programmes, il y a 6 qui sont logés au premier rang, c'est-à-dire avec des résultats au vert. Nous avons un seul projet qui est à l'orange, avec bien sûr des risques faibles en termes d'atteinte donc des objectifs, et seulement 2 projets sont au rouge, comme on l'a dit, avec bien sûr un risque élevé de non-atteinte des objectifs. Des résultats tributaires de la situation sécuritaire qui a sensiblement réduit les zones d'intervention de certains projets. À cela, il faut ajouter la rareté des ressources ainsi que le retard dans la mise en place des délégations spéciales. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Lucien Kargougou, était en visite à Bobo-Dioulasso le samedi dernier. Il a profité de son séjour pour se rendre à la cité universitaire de Belleville. Accueilli par les responsables de la cité universitaire, le ministre a d'abord visité les différentes infrastructures de la cité. Ensuite, il a eu une séance d'échange avec les étudiants. Il a profité de l'occasion pour les sensibiliser sur la destruction des gîtes larvaires. La visite du ministre de la Santé a été très appréciée par les étudiants. On fait le point avec Adama Julien Dambélé et Moumouni Baro. La lutte contre les moustiques à Aedes provoquant la dengue connaît une intensification à Bobo-Dioulasso. Le ministre en charge de la Santé, Robert Jean-Claude Kargougou, est à la cité universitaire pour le ciblage des gîtes larvaires. Et séance tenante, il donne des instructions aux étudiants de détruire ces lieux sales jugés dangereux pour la santé. Nous sommes en train de passer à une autre étape de la riposte contre la dengue dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et je voudrais véritablement me réjouir de la forte mobilisation des étudiants et des femmes de la brigade verte qui se sont engagés à faire en sorte que tout ce qui a comme gîte larvaire au niveau de la cité universitaire et même au-delà de la cité universitaire soit détruit. Et les étudiants ont pris l'engagement de faire ce travail et de porter le message de sensibilisation à l'endroit de la population, et je voudrais véritablement saluer cela. Un message bien compris par les étudiants, et le délégué général de la cité compte prendre des mesures diligentes pour l'élimination de ces gîtes larvaires. Nous allons tout faire de notre mieux pour que chaque bâtiment soit responsabilisé par des personnes qui vont veiller à ce que nous puissions éradiquer cette maladie qui a pris tout le pays en général.
Concernant la mesure gouvernementale relative à la gratuité des tests de dépistage rapide de la dengue, le ministre invite la population à éviter l'automédication et à aller vers les centres de santé pour des soins de qualité. Du 26 au 31 octobre prochain se tient à Ouagadougou la première édition de la Semaine nationale de l'éducation au Burkina Faso, placée sous le thème « Contribution de la société civile à la résilience de l'éducation burkinabé en situation d'urgence, acquis, défis et perspectives ». Pour en parler, je reçois le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, M. Hassan Sankara. Bonsoir. Bonsoir, Foussé Kino. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette première édition de la Semaine nationale de l'éducation burkinabé. D'abord, pourquoi une Semaine nationale de l'éducation et quels sont ses objectifs? Merci. Je voudrais d'abord, au regard du contexte, rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et nos VDP qui font un travail formidable sur le terrain pour nous permettre d'être là où nous sommes aujourd'hui et de garantir qu'on appelle notre territoire. C'est très important. Ensuite, je voudrais, en ce début d'année, rendre hommage aux braves enseignants, aux parents d'élèves qui sont sur le terrain, qui se battent, et tous les acteurs de l'éducation. C'est un peu dans cet esprit que nous avons initié la Semaine nationale de l'éducation pour magnifier tous ces acteurs qui font un travail formidable sur le terrain. Donc pour cette première édition, c'est comme vous l'avez si bien dit, nous avons des objectifs. C'est d'abord sensibiliser la population par rapport à cette question d'éducation. Il y a des acquis, il y a des défis, mais il faut donner la vraie information aux populations. Deuxièmement, c'est magnifier tous les acteurs, la société civile, les ONG, associations qui font un travail formidable dans les coins les plus reculés. Et à la fin, c'est faire un plaidoyer pour interpeller les partenaires techniques, le ministère en charge de l'éducation, pour voir ce qui est fait, les acquis, les défis et les perspectives. Et pour cette première édition, vous avez retenu le thème « Contribution de la société civile à la résilience de l'éducation burkinabé en situation d'urgence, acquis, défis et perspectives ». Pourquoi ce choix? Et ce choix s'exprime par l'esprit que nous, l'initiative que nous avons donnée à la semaine, qui n'est pas une semaine de trop, mais un moment de réflexion, de voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. C'est pour ça, au cours des activités, nous avons initié le lancement qui va se tenir dans les écoles de Signorin A et B, présidé par le ministre de l'Éducation nationale, la promotion des langues nationales, et sous le parrainage, la coopération suisse. Dans cette école, Madame l'inspectrice va présenter les difficultés des deux écoles, que nous avons plus de 1000 élèves. Et dans ce établissement, vous avez des enfants déplacés internes, des enfants vivant avec un handicap, des bâtiments délabrés. Et le CCEB, à travers ses partenaires, comme la Banque mondiale et le PACE, va initier le PAES, un travail au cours de l'année qui sera suivi jusqu'en 2024 pour faire le suivi et voir les autres partenaires, quelles sont les possibilités pour les autres partenaires de s'y intéresser. Donc voici un peu l'esprit de la Semaine nationale de l'éducation qui n'est pas comme les autres semaines. Et justement, quelles sont les activités qui vont être menées au cours de cette semaine? Je disais tantôt, il y a le lancement qui aura lieu le jeudi 26, présidé par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues, parrainé par la coopération suisse. Et le lendemain, il y aura des panels sur la contribution des ONG, sur la contribution des syndicats, des organisations de la société civile par rapport à l'éducation en situation d'urgence. Quels sont les défis? Quelles sont les perspectives? Et au-delà de cela, il y aura des émissions radio, des émissions télé. Et nous allons terminer le 31 par la promotion de l'éducation sociale et financière que nous avons accompagné le ministère pour mettre ça au niveau des curricula. Voici, en gros, ce qui est prévu au cours de cette semaine. Et en finish, c'est quoi comme résultat que vous vous attendiez? Ce que nous attendons, c'est vraiment l'approche s'inscrit dans le moyen et le long terme. Et le suivi, demander à tous les acteurs de réfléchir, de se concerter pour voir comment on peut résoudre la question de l'éducation en situation d'urgence. Et interpeller le gouvernement, parce qu'un document de plaidoyer, à la fin, sera élaboré avec toutes les
possibilités qui existent, toutes les initiatives des ONG, en fait de permettre aux décideurs de voir les approches des ONG qui existent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et pour terminer, certainement que le cadre de concertation des ONG et associations a initié la semaine, mais elle ne veut pas être seule sur la scène. Exactement, c'est comme je le disais, nous avons invité tous les partenaires qui interviennent dans l'éducation, la société civile, le ministère, et nous saluons le ministre en charge de l'éducation qui a bien apprécié l'organisation de cette semaine et qui sera sous sa présidence que nous saluons. Et tous les partenaires techniques et financiers au niveau du cadre partenaire ont bien apprécié. Donc c'est vraiment un cadre de réflexion, voir comment améliorer, se concerter pour ne pas avoir des doublons dans la mise en œuvre de certaines initiatives que nous initions, qu'on appelle cette semaine. Merci à vous, M. Hassan Sankara. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Et vous étiez là pour nous parler de la première semaine nationale de l'éducation au Burkina Faso qui se tient du 26 au 31 octobre prochain sous le thème « Contribution de la société civile à la résilience de l'éducation burkinabé en situation d'urgence, acquis, défis et perspectives ». Merci d'être venu. Merci. Pour la suite du journal, ce mardi 24 octobre, l'École nationale des régies financières, ENAREF, a organisé la sortie de sa 34e promotion d'élèves financiers. Une cérémonie qui marque l'entrée dans la vie professionnelle de 194 jeunes prêts à relever les défis du développement du Burkina Faso. Moussaki. Promotion patriote. La 34e promotion de l'École nationale des régies financières ENAREF, baptisée Promotion patriote par le ministre de l'économie, est désormais apte à servir l'administration financière. Au nombre de 194, ces sortants sont issus de 6 filières des catégories A, B et C. De nouvelles compétences qui viendront impulser un nouvel élan dans l'administration financière au Burkina Faso. Depuis plusieurs années, l'ENAREF s'évertue à former des cadres compétents, des cadres de qualité, des professionnels aguerris au service de nos administrations économiques et financières. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir cette cohorte où effectivement l'excellence a été magnifiée. C'est vraiment l'occasion de rendre hommage à tous les enseignants. Nous ne pouvons qu'être fiers et également demander à l'ENAREF de toujours continuer sur la voie de l'excellence, la voie de l'innovation, la voie de la recherche, toujours de la perfection. Gestion des finances publiques en période de crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie est le thème choisi par la promotion? Un thème d'actualité qui invite à la rigueur et à la ponctualité selon les parrains. Après 2 années de formation, la promotion s'engage à servir avec dévouement. Notre pays est dans une situation en fait très difficile de son histoire. Les finances publiques constituent en fait un levier très important quand on parle en fait de sécurité, quand on parle de crise humanitaire et quand on parle également en fait d'autonomie, d'indépendance en fait véritable. Vous avez la capacité de transformer ce pays et de l'influer de manière positive. Vous représentez les nouvelles générations de dirigeants politiques et d'acteurs de la société civile qui auront la charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. Les sortants de la 34e promotion viennent du Niger, du Tchad, de la Centrafrique et bien entendu du Burkina Faso. Le ministre de l'économie invite les sortants à toujours garder à l'esprit et dans les actes le nom de baptême une fois sur le terrain. L'association AMI organise la journée mondiale des lavages de mains à Waiguya, une journée mise à profit pour sensibiliser sur le lavage des mains et pour remettre des kits de lavage de mains. Joseph Mambara. Une démonstration de la technique de lavage des mains faite ici à Groussy par un agent de la santé. Un exemple suivi par les autorités de la province du Zandoma en guise d'invite à la population. Ces actes sont posés pour commémorer la journée mondiale de lavage des mains par l'association AMI et ses partenaires. Un médecin qui a remarqué en 1846 dans l'hôpital de Vienne où il servait que dans une des maternités, il y avait
des femmes qui mouraient plus en couche. Le nombre était plus élevé que dans les autres maternités. Et quand il a investigué, il a trouvé que c'était un problème d'hygiène. Et il a instauré le lavage des mains. JSC dans ce projet, c'est beaucoup plus l'aspect supervision, l'aspect appui en conseil technique, l'aspect accompagnement, l'aspect coordination pour renforcer, les capacités opérationnelles du partenaire. On sait déjà qu'elle a de l'expertise et nous également on gagne à collaborer avec elle pour apprendre d'elle, mais aussi que nous aussi on puisse transférer ce que nous avons aussi dans le secteur de l'humanitaire. Cette journée est célébrée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'accès des populations à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans les régions de la Bok-du-Moun et du Nord. Ce projet intervient dans la commune de Goursi. Je voudrais porter à l'endroit de toute la population du Zondoma qu'il est nécessaire, indispensable que nous intégrons ces bonnes pratiques de lavage de mains au quotidien dans notre cadre de vie. Car ce sont des pratiques qui nous permettent d'éviter les maladies et la protection de nos enfants. Pour encourager les populations à se laver régulièrement les mains, des kits leur sont remis. Une course cycliste a été organisée en marge de cette cérémonie. Deuxième reportage d'une semaine à Tiébélé, histoire des visites guidées d'un point touristique phare de la localité, la cour royale fondée par un Mouaga il y a plusieurs siècles. À travers certains arrêts lors de la visite guidée, notre équipe nous parle de la peinture murale, mais aussi de symboles culturels importants pour les Kassena. Konsoum Koulibaly, Sonia Kokti. À l'entrée de la cour royale de Tiébélé, ces pierres sont des sièges destinés aux notables, celles sous le figuier aux princes. Voici le palais de justice ou le Nakongon en Kassena. Cette butte, appelée Pourou, est sacrée. Les placentas des différents princes y sont enterrés. Et voici la tombe du père fondateur de la royauté de Tiébélé, Sa Majesté Wongo, un Mouaga venu de Lumbila après avoir perdu l'occasion de régner. C'était une histoire de chefferie entre grand frère et petit frère. Mais généralement, le grand frère a l'avantage s'il a un bon comportement. Mais dans le cas contraire, la chefferie peut revenir au petit frère. Et c'est ce cas qui s'est passé à Lumbila entre l'ancêtre fondateur de la royauté de Tiébélé et son petit frère. Et c'est le petit frère qui a passé. Et du fait que le grand frère n'a pas voulu se soumettre au petit frère, il a préféré quitter avec son entourage jusqu'à parvenir à Tiébélé. À l'intérieur de la cour royale de Tiébélé, la place publique, qui sert également de cimetière pour les animistes depuis plus de 400 ans. Vous trouverez également dans la cour royale de Tiébélé les différents types d'habitations chez les Kassena. Les cases rondes pour les célibataires, celles rectangulaires pour les couples et enfin la maison en forme de 8 réservée à la grand-mère. Cette partie de la cour royale est l'une des plus importantes car elle présente des objets traditionnels chers au peuple Kassena. On a le cachex, qui est l'accoutrement ancien que les hommes utilisaient pour s'habiller. Et c'est une tenue que nous utilisons à nos jours pour habiller les morts. Et là, on a la représentation du serpent bois, qui est vu comme étant la réincarnation de la grand-mère, ou bien du grand-père, ou bien souvent des divinités. La tortue, c'est l'animal totémique de la cour royale de Tiébélé. Et à l'époque même, chez les consultants, ils disent que sur une nouvelle maison, s'il n'y a pas de gecko, ce n'est pas une bonne case, c'est maléfique. À cette étape de la visite guidée, nous arrivons devant cette maison, celle de Kayetine Tama, l'un des trésors humains vivants du Burkina. Elle est comptée parmi les dernières personnes vivantes qui transmettent l'art de la décoration murale Kassena. Kayetine Tama est en effet celle qui organise les rénovations de la peinture de l'ensemble de la cour royale. Nous avons formé des femmes qui sont organisées en groupement. Lorsque nous devons repeindre la cour royale, elles sont invitées et par dizaines se chargent des ménages pour finir rapidement le travail. La dernière rénovation dans la cour royale date du mois de mars dernier. Elle était partielle, pas tous les murs. Ici, nous sommes dans le ménage des Poidiagué. Des artistes de renom tels que Bilaka Kora et Magic System y ont tourné des scènes de leurs clips vidéo. Une preuve de la forte attraction touristique qui caractérise la cour royale de Tiébélé, inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Des milliers de touristes sont passés par ici, attirés principalement par la peinture murale qui représente des symboles culturels importants. Là, ce sont des scarifications qu'à l'époque, les filles Kassena utilisaient sur le visage pour la beauté, sur leurs joues. Et là, on a la flûte pour la communication, utilisée par les bergers. La pipe, qui fait partie des objets très importants qu'on ramène de voyage. La représentation du filet de pêche. La pêche fait partie des activités qui ont contribué à sauver nos ancêtres pendant les périodes difficiles. Environ 400 personnes de plusieurs générations vivent ici avec l'actuel roi de Tchébélé, Sa Majesté Poiwé, intronisé en 2004 par les peuples de la colline sacrée comme de coutume. Nous ne rencontrons pas le roi, l'on nous explique qu'il est indisposé. À l'arrière de la cour royale de Tchébélé, des champs appartenant au roi et ses femmes. Et nous tombons dans la période qui précède les récoltes, le phare, une période de mythe durant laquelle les réjouissances sont interdites afin de laisser place aux esprits pour bénir les produits agricoles. Ça mérite de faire un tour à Tchébélé pour voir cette cour royale. Demain, retrouvez Sonia Kokti et Konsom Koulibaly pour un autre épisode de notre feuilleton Une semaine à Tchébélé. Et puis, je le disais en titre, le ministère des Sports du Burkina Faso et l'organisation du Tour du cycliste Tour du Faso ont signé ce mardi une convention de sponsoring pour l'édition 2023 de la course cycliste. Cette convention prévoit un soutien financier de l'État burkinabé à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ce montant sera utilisé pour couvrir les frais d'organisation de la course ainsi que pour soutenir les cyclistes burkinabés participants. Explication, Mariam Ouattara. Des signatures, un échange de parapheurs et voici le ministère des Sports qui reçoit la somme plus que coquette de 100 millions de francs CFA des mains de son partenaire de toujours, la LONABé. Un chèque qui scelle un accord de sponsoring pour le maillot jaune du 34e Tour du Faso et pour l'équipe nationale B. Un apport en dessous du montant habituel qui était de 150 millions de francs CFA, mais qui n'en demeure pas moins indispensable au succès du Tour. Cet accompagnement de 100 millions de francs CFA, qui est en dessous de ce qui était donné avant, puisque avant nous avions environ 150 millions, mais nous comprenons aussi la situation de la LONABé. Cet accompagnement va nous permettre de compléter ce que nous avons pu aussi récolter, plus les subventions de l'État, pour mener à bien un Tour du Faso de qualité, un tour cycliste international de prestige, et pour montrer que la destination Burkina Faso reste toujours enviable. Pour la nationale des Jeux de hasard, cet accord de sponsoring entre en droite ligne de son slogan, du moins pour ce qui est de la seconde partie. C'est notre rôle, quand vous prenez donc le slogan, quand on dit donc les bénéfices au Faso pour prendre cette partie, je crois que c'est ça qui fait que nous intervenons toujours de sorte à pouvoir donc réaliser un certain nombre d'actions et réaliser également des infrastructures socio-économiques pour accompagner les populations et justifier véritablement notre raison d'être. Ce sponsoring, pour nous, permet donc à la LONABé d'avoir une contrepartie commerciale et publicitaire qui permet véritablement donc de faire la promotion de nos produits et d'accroître notre visibilité. Le top de départ du 34e Tour du Faso, c'est pour le vendredi 27 octobre prochain. 12 pays, en plus du Burkina, se lanceront à la conquête du maillot jaune à la suite de l'Allemand Daniel Bilschmann, vainqueur de l'édition 2021. Et pour refermer ce journal, décédé le 15 octobre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Dr Zéphirin Dakio repose désormais dans son domaine à Koutoura, dans les encablures de la commune de Niangologo. Mais bien avant l'inhumation, le cortège funèbre a fait le tour des différents sites Fitofla pour son ultime adieu. Drissa Traoré, Adama Julien Dambélé. Première étape, le Rotary House. Dr Zéphirin Pando Dakio marque un ultime arrêt pour un adieu à son projet éducatif. Un projet qu'il avait en commun avec ce club service. S'ensuit une tournée qui conduit la dépouille mortelle à la pharmacie de la Komoué, puis au laboratoire et sur le site de production Fitofla, des entreprises auxquelles Dr Dakio a consacré une grande partie de sa vie. Difficile
pour la centaine d'agents Phytofla de dire adieu à celui qui fut un père pour eux. Le cortège funèbre s'ébranle ensuite vers le domicile familial. Ici, entre hommages et témoignages, les proches, amis et collaborateurs du défunt saluent son dévouement pour la recherche, la formation des jeunes et la protection de l'environnement. À travers la protection de milliers de plants, leur mise en terre, leur protection, en passant par l'encadrement des stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts, de la valorisation des produits forestiers non liés, notamment les plantes médicinales, vous avez été jusqu'à votre dernier souffle, le forestier par excellence. Des hauts faits qui valent aujourd'hui à ce pharmacien et passionné des plantes médicinales d'être élevé à titre posthume au rang de commandeur de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agrave Santé. Il a beaucoup appuyé le ministère de la Santé, que ce soit sur le plan technique, sur le plan financier. Il a mis en place une unité de production de phytomédicaments. Et dans ce contexte de développement endogène de notre pays, il était tout à fait normal que cet hommage lui soit rendu par le gouvernement. Papa, tu as vécu utile. Et tes œuvres vont perdurer dans le temps et resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Plusieurs autres personnes témoignent de la bonté de l'homme. Ici à la cathédrale Saint-Pierre de Banfoura, Dr Dakio a joué pleinement sa partition dans cette communauté. Une communauté qui, pour marquer sa reconnaissance, s'est mobilisée pour conduire le défunt à sa dernière demeure à Koutoura, dans la province de l'Aléraba. Il laisse derrière lui une veuve éplorée, 3 enfants et 3 petits-enfants. Sa vie a été un hommage pour l'amour de son prochain. Dors en paix, Dr Dakio. Merci, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.